Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans le premier épisode d'une mini-série de vidéos qui comportera 4 épisodes et que je vais sortir dans le courant de la semaine jusqu'à la fin du mois de juillet. Une petite série de vidéos que j'ai intitulée de façon absolument non originale un été culturel et dans lesquels je vais vous présenter des œuvres littéraires mais aussi d'autres productions culturelles comme des films, des séries, de la musique, etc. Autour d'un univers qui, pour moi, évoque l'été, se prête bien à la période de l'été. Ce sont donc des vidéos dans lesquelles je vais vous conseiller des œuvres autour de cette thématique, thématique que j'essaierai d'aborder selon différents angles pour éventuellement vous guider vers des ouvrages, vers des films, etc. que vous aimeriez lire ou visionner en été selon peut-être vos propres envies et la façon dont vous avez envie de vivre votre été. Voilà. Donc l'objectif, c'est de présenter ces textes autour d'un même univers. Voilà, évidemment un univers polysémique et surtout tiré de mes propres goûts littéraires et de mes propres goûts culturels de façon générale. Donc peut-être que ces thématiques chez vous évoquent d'autres œuvres, évoquent d'autres films, évoquent d'autres univers. Voilà, mais moi je vais vous présenter cette petite sélection pour peut-être que vous puissiez suivre mes recommandations pour votre mois d'août si jamais vous êtes en vacances ou si vous n'êtes pas en vacances tout simplement et que vous avez quand même envie un peu de vous évader. Donc le premier univers dont je vais vous parler aujourd'hui, je l'ai intitulé Un été nostalgique. Parce que pour moi l'été c'est une période de l'année qui est propre à la réminiscence, qui est propre aux souvenirs. Et je pense que pour beaucoup l'été est associé aux vacances qu'on avait quand on était enfant, donc à l'enfance de façon générale. Et c'est une période, je trouve, assez propice à la réflexion, au fait de se poser, de penser, de vagabonder, etc. Donc ce thème de la nostalgie, j'avais envie de le traiter dans cette vidéo et de vous proposer des œuvres qui soit traitent de nostalgie, soit sont teintées d'une certaine nostalgie, etc. Donc je vais commencer avec les livres et je voudrais vous parler en premier lieu des années d'Annie Ernaux. Si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, vous savez qu'Annie Ernaux est une autrice que j'affectionne particulièrement et c'est une autrice qui a beaucoup traité du thème de la nostalgie, du souvenir, de la mémoire. C'est une autrice qui a produit toute son œuvre autour de l'autofiction, donc de souvenirs d'enfance, de souvenirs d'adolescence ou de vie adulte qu'elle retravaille à travers son écriture. Je voulais particulièrement vous parler des années parce que les années c'est une sorte d'autobiographie sous forme d'autofiction durant laquelle l'autrice revient sur sa vie et sur les événements politiques, sociaux, historiques qui se sont déroulés pendant qu'elle vivait sa vie d'enfance, d'adolescente, de femme ensuite adulte, etc. Dans ce texte, Annie Ernaux parle de son enfance dans un milieu ouvrier, dans un milieu dans lequel elle a connu la pauvreté qu'elle ne connaîtra plus ensuite lors de sa vie adulte, puisque si vous ne le savez pas, Annie Ernaux se considère comme étant une transfuge de classe, c'est-à-dire qu'elle vient d'un milieu ouvrier, ses parents tenaient une petite épicerie, un petit commerce, et elle a fini par être agrégée, professeure, écrivaine reconnue, maintenant prix Nobel de littérature. Et elle se considère donc comme ayant changé de classe sociale et c'est un thème qu'elle aborde énormément dans ses œuvres et c'est quelque chose qui la perturbe beaucoup, en tout cas qui la questionne énormément. Et elle revient donc sur son enfance pour un petit peu aussi comprendre ce phénomène de transfert et elle évoque toujours l'enfance avec beaucoup de nostalgie, même si ça reste très impersonnel avec son style qui met beaucoup les choses à distance. Mais l'enfance c'est vraiment un lieu de nostalgie mais aussi un lieu de réflexion, un lieu pour comprendre où elle en est arrivée aujourd'hui. Je pense que si vous avez... alors l'âge d'Annie Ernaux, j'imagine, je pense pas beaucoup de gens sur cette chaîne, qui me suivent sur cette chaîne, ont l'âge d'Annie Ernaux, mais vous avez peut-être traversé certaines époques qu'Annie Ernaux a traversées dans sa vie, que ce soit l'après-guerre, les années 70, les années 80, les années 60, enfin voilà, ces périodes de vie, peut-être que vous les avez traversées vous aussi, sûrement pas à l'âge d'Annie Ernaux, mais c'est un texte qui va vous replonger dans l'histoire de France et dans l'histoire du monde à cette période.
Et il y a beaucoup de passages qui se passent l'été, donc je trouve que c'est un texte qui est propice à être lu l'été si vous avez envie de vous plonger dans des souvenirs, de réfléchir sur la mémoire et le temps. Si vous êtes une femme, la vie d'Annie Ernaux peut aussi vous parler parce que c'est une vie de femme, elle parle de ses problèmes d'adolescence, de ses règles, de ses premières relations sexuelles, premières relations amoureuses. C'est une vie de jeune fille à travers un temps prédéfini. Voilà, donc c'est un texte pour moi qui évoque la nostalgie et qui permet à nous aussi de nous plonger dans nos propres souvenirs. Un autre texte dont je voudrais vous parler, c'est deux textes de Colette qui sont souvent édités ensemble. Alors je n'ai pas l'édition chez moi, mais je sais qu'une édition les a réunis ensemble, c'est Sido et les vrilles de la vigne. Il y a deux aspects de l'autrice Colette, si vous connaissez un petit peu cette autrice. Il y a un aspect assez libertin, assez novateur, assez scandaleux presque, qui est inspiré par son expérience de danseuse au music-hall, mais aussi par sa bisexualité, etc. Donc ça, ce sont des textes qui sont souvent un peu plus tardifs dans sa, dans sa bibliographie. Et il y a la Colette de l'enfance, la Colette champêtre, la Colette de la campagne, la Colette fille à papa, j'ai envie de dire, qui revient aussi dans pas mal de ses textes, et c'est le cas dans Sido et les vrilles de la vigne. Sido, c'est un texte qui est centré autour de la figure de sa mère, qui s'appelait Sidonie, en diminutif Sido. Et les vrilles de la vigne, c'est un texte assez particulier, très poétique, durant lequel Colette revient sur les lieux de son enfance, sur la nature. C'est un texte, c'est une sorte de poésie en prose, c'est un texte dont il est difficile de définir le genre littéraire. Mais ce sont des œuvres qui évoquent à la fois l'enfance et la campagne dans un style très poétique. Sido aussi c'est très poétique, même si la construction est peut-être nous serait un peu plus familière que les vrilles de la vigne, peut-être moins innovante. Mais ce sont des textes qui évoquent ce dont je vous parlais en début de vidéo, c'est-à-dire les vacances en quelque sorte. L'été, la campagne, le repos, l'isolement loin de la ville, le repos, ce qui est associé à une mise à l'écart, qui est propice à la réflexion. Ce sont des textes qui évoquent cette nostalgie qui est liée à l'enfance et qui, je pense, vous replongeront peut-être dans des univers familiers, et qui sont des textes assez calmes, assez doux, propices à être lus à la campagne notamment. Donc voilà, c'est un autre texte que je vous conseillerais. Troisième livre dont je voudrais vous parler, c'est un livre dont je vous ai déjà parlé l'année dernière dans ma vidéo des meilleures lectures de 2022. Oui, de 2022. Ce texte, c'est La promenade au phare de Virginia Woolf, qui retrace la vie de la famille Ramsay qui se rendait au phare tous les étés, enfin qui avait une maison près du phare à laquelle ils se rendaient tous les étés. Et c'est un texte qui traite de ses souvenirs et ensuite de leur vie adulte, et aussi de la maison, qui est un personnage à part entière, qui voit passer ses familles, qui voit passer le temps, qui voit l'évolution des vies des uns et des autres, et qui présente l'enfance comme une sorte de paradis perdu, propice aux souvenirs, propice à la célébration, à la joie, et ensuite la fuite du temps qui fait qu'on glisse peu à peu vers la mort, et que la vie adulte est finalement comparée à l'enfance le lieu de toutes les tragédies, le lieu de toutes les fragilités, de toutes les faiblesses. C'est un texte qui est un peu doux amer parce que on a un contraste d'émotions entre ce paradis perdu de l'enfance, ces souvenirs qui sont associés au phare, cette vie de famille unie pour laquelle les soucis ne comptent pas, et la vie adulte qui est celle des vies brisées, notamment traversées par la guerre et par d'autres événements. Et c'est un texte aussi qui est annonciateur en quelque sorte, je vais pas dire annonciateur du suicide de Woolf, mais en tout cas de ce qui l'a conduite à la dépression, etc., qui l'a plus tard conduite à se donner la mort. Donc on sent déjà des inquiétudes qui pointent dans le texte de l'autrice, qu'on retrouvait aussi par exemple dans Mrs. Dalloway. Mais c'est un texte qui travaille beaucoup sur la notion de la mémoire et sur la façon dont l'enfance nous construit ensuite en tant qu'adulte, ce qui est aussi le cas, ce qui est aussi ce que fait Annie Ernaux,
Mais ici c'est beaucoup moins ancré, je dirais, dans une époque, parce qu'Annie Ernaux c'est très impersonnel et ancré dans une époque. Ici pour Virginia Woolf, on est vraiment beaucoup plus dans l'introspection et dans le souvenir en tant que tel et dans la façon dont le souvenir nous construit, on va dire. Et ce qui me fait penser que ce texte est adapté à l'été, c'est aussi le fait que on est à la mer, on est au phare, on est à la campagne, on est vraiment dans cet isolement qui est propice à l'été, qui nous évoque l'été. Et je pense que c'est un texte intéressant si si vous voulez lire sur la mémoire, lire sur la nostalgie qui est associée à la mémoire. Et le dernier texte dont je voudrais vous parler, c'est un texte de Marguerite Duras. Décidément, aujourd'hui, on n'a que des autrices. C'était pas fait exprès, mais en y réfléchissant, je trouve que les autrices traitent très bien du thème de la nostalgie. Marguerite Duras, je voudrais vous parler d'un de ces textes dont je ne vous ai jamais parlé ici. C'est Le ravissement de Lolvestein, qui est un de mes livres préférés de l'autrice. Si ce n'est mon livre préféré de l'autrice. Qui est un de mes livres préférés tout court. C'est vraiment un livre que je vous conseille, même au-delà de cette vidéo, c'est un livre que je vous conseille vraiment de lire si vous ne le connaissez pas. Ici, on travaille aussi sur la mémoire, évidemment, sans surprise, la nostalgie est souvent un thème qui est peut-être associé à la mémoire. Mais ici, on va moins parler d'enfance, on va plutôt parler de mémoire amoureuse et de lieux amoureux et de théories amoureuses. Petite interruption dans la vidéo parce que je me rends compte que la façon dont j'ai raconté l'intrigue du ravissement de Lolvestein n'était pas très claire, donc je préfère refaire. Donc le roman parle d'un homme qui s'appelle Jack Hold, qui tient un café dans la ville de Tay Beach, qui est une sorte de station balnéaire. Et cet homme est amoureux d'une femme qui s'appelle Lolvestein, qui, lors d'un bal, s'est fait ravir son fiancé, Michael Richardson, par une femme qui s'appelle Anne-Marie Strater. Et Jack Hold profite donc du texte pour revenir sur les souvenirs de cette nuit et sur les souvenirs qui sont associés à la femme qu'il aime. Jack Hold va se souvenir de Lolvestein et va aussi retracer sa vie de façon générale. Donc c'est un livre qui est nostalgique d'un amour perdu. Ça dans un univers qui est très vacancier, c'est-à-dire qu'on est sur une ville côtière qui nous rappelle peut-être les villes de la côte ouest de France comme La Baule ou toutes ces villes côtières. Un peu de station balnéaire dans laquelle les gens vont en vacances et finalement on voit ces gens traverser, être en vacances et nous on est pris dans ce souvenir amoureux, dans cet amour qui n'est plus. Et c'est vraiment un thème sur la nostalgie de l'été dans laquelle l'été peut être un lieu durant lequel on se rappelle ces amours qui sont passés, on se rappelle certains événements de notre vie qui ne sont plus, on essaye peut-être aussi de faire fonctionner notre imagination pour savoir ce qui est arrivé à telle ou telle personne. Je trouve que l'été est une période qui est susceptible d'évoquer ces sensations et c'est ce qui est très bien fait dans le ravissement de Lolvestein, puisque finalement Lolvestein, Lol est un personnage, un écran de fumée, quelqu'un qui est passé de façon furtive dans la vie de cet homme et le personnage qui nous est présenté est un personnage qui est en grande partie construit par la voix narrative et pas tous ces souvenirs ne se sont pas forcément passés, c'est vraiment le jeu de l'imagination et ça se retrouve aussi dans la construction du texte où la chronologie est très difficile à suivre. On a des éclats de vie par-ci par-là, un peu ce que Duras a l'habitude de faire, mais ici je trouve que c'est vraiment fait de sa façon la plus magistrale. On a ces souvenirs par-ci par-là, on n'a aucune construction linéaire, des retours en arrière, des prolepses, etc. Voilà, donc tout ça propice à la nostalgie et une bonne représentation, je trouve, de la façon dont fonctionne la mémoire et ces associations d'événements, d'idées, de personnes et comment la mémoire nous conduit ensuite à l'imagination. Ensuite, je voudrais vous parler d'une série qui sera peut-être un peu plus légère que les autres textes dont je vous ai parlé. La série dont je voudrais vous parler, elle s'appelle Dead to Me et c'est une série qui est une comédie dramatique, donc qui traite de sujets sérieux mais sur un ton assez léger. Donc c'est une série qui est très émouvante, je trouve.
C'est une série durant laquelle on va suivre deux femmes. La première s'appelle Jen et c'est une femme dont le mari est décédé lors d'un accident de la route. Et Jen va commencer à fréquenter un groupe de soutien dans lequel elle fait la rencontre de Judy, qui est une autre femme qui a vécu le deuil. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que Judy est responsable de l'accident qui a tué le mari de Jen. Donc en parallèle, Jen mène son enquête et les deux femmes se rapprochent de par leur expérience commune, et c'est une série qui traite de la façon dont on essaye de faire son deuil quand on a perdu un être cher. Donc c'est une série qui est empreinte de nostalgie parce que Jen comme Judy ont des souvenirs qui sont associés aux êtres qu'elles aiment et qui ne sont plus là, qui essayent de se reconstruire à travers cette nostalgie et essayent justement de transformer cette douleur en simple nostalgie, en simple souvenir évocateur, en quelque chose de plus apaisé que la douleur qu'elles ressentent et qui est logique lors de ce deuil. Je trouve que c'est une série qui traite du deuil mais de façon assez légère parce qu'elle se ton quand même de comédie, mais c'est pas une comédie, c'est pas une sitcom, c'est pas une farce, c'est une comédie légère on va dire. Donc il y a ce ton de comédie qui dédramatise le deuil et en même temps il y a ce sérieux du sujet du deuil et comment on passe à autre chose quand on a perdu quelqu'un qui compte pour nous. Donc c'est une série qui me semble traiter quand même de la nostalgie de façon assez légère et qui associe donc ce double ton parce que pour moi la nostalgie c'est aussi quelque chose qui est assez ambivalent, c'est-à-dire on peut avoir... La nostalgie, c'est une seconde étape à la douleur, je dirais. La nostalgie, ça peut être quelque chose à la fois de très joyeux, on est nostalgique de bons moments, de bons souvenirs, on désirerait retourner quelque part. Et c'est en même temps l'après-douleur peut-être, quand on arrive à transformer quelque chose de douloureux en quelque chose de positif. C'est un sentiment assez ambivalent qui est ni très joyeux ni très triste, je trouve. Je trouve que la série, par ces deux tons, arrive bien à rendre compte de ce sentiment de nostalgie. Voilà, donc c'est une série qui a 3 saisons et que je vous conseille si jamais les thématiques vous intéressent et que vous êtes dans cet univers de nostalgie, et ça peut être un bon balancement avec les textes dont je vous ai parlé qui sont des textes quand même assez lourds pour la plupart, notamment pour le voyage au phare de Virginia Woolf et le ravissement de l'Olvestein, qui sont des textes quand même assez lourds. Ça peut être une façon un peu plus légère, comme le texte de Colette, de vous plonger dans cette thématique de la nostalgie. Ensuite, un podcast dont je voudrais vous parler, et dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo de l'année dernière sur les meilleurs films, séries et podcasts de 2022, c'est Mother Country Radicals, qui est un podcast de Crooked Media, en 10 épisodes, qui est en anglais, mais je vous rassure, le niveau d'anglais est très accessible si vous n'êtes pas trop... pas besoin d'être bilingue, je veux dire, pour comprendre ce podcast et pour l'apprécier en tant que tel. C'est un podcast qui traite de la vie de 2 personnes, mais principalement d'une personne qui s'appelle Bernardine Zorn et qui est une femme qui a été pendant quelques années sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par Interpol. Et Bernardine en fait était une sorte de militante révolutionnaire qui vivait underground, donc sous les radars de la police, sous les radars du FBI, et qui a été proche notamment de groupes comme les Black Panthers et qui luttaient pour renverser le pouvoir aux États-Unis de façon globale, qui avait des idéaux plutôt anarchistes, mais aussi révolutionnaires, progressistes pour les droits des personnes opprimées, etc. Et Bernardine a eu un fils avec un camarade révolutionnaire qui s'appelle Zach et qui est celui qui crée le podcast et qui revient donc sur la vie de sa mère. Et Zach en fait a vécu ses premières années underground, c'est-à-dire que sa mère a fini par être arrêtée par le FBI, je crois, ou par la police, peu importe, a fini par être arrêtée. Et c'est ce qui a remis son fils dans la vie, on va dire dans la vie normale, puisque son fils jusqu'ici avait vécu, il n'était pas allé à l'école, il n'avait pas d'amis, il vivait vraiment dans la petite communauté que formaient sa mère et ses amis révolutionnaires. Et finalement, ce qu'il essaye de reconstruire, c'est le parcours de sa mère, donc son parcours révolutionnaire, ce qui l'a conduite à devenir cette femme recherchée par Interpol, et en même temps, la relation que sa mère entretenait avec lui, c'est-à-dire que sa mère est quelqu'un qui a fait passer sa cause avant sa vie de famille finalement, qui a fait passer sa cause avant son fils, et c'est quelque chose qu'elle lui dit directement et qu'elle lui dit de façon très honnête et dont lui a conscience.
Et c'est un podcast donc qui traite à la fois de quelque chose de très politique et de très intime. C'est à la fois un podcast sur cette vie, la vie de ceux qui ont combattu aux États-Unis, qui ont combattu le pouvoir aux États-Unis, et la vie de famille de ces personnes-là, et tout simplement une relation entre une mère et son fils. Donc c'est un podcast qui a beaucoup de retours en arrière, de flashbacks, de discussions sur le passé, sur la façon dont Zach lui s'est construit ensuite en tant qu'homme, avec cette relation assez étrange avec sa mère, mais en même temps c'est une relation qui est très apaisée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'amour entre lui et Bernardine, il n'y a pas de rancœur particulière, il y a simplement une volonté de comprendre ce qui a mené sa mère à cette situation. Voilà. Donc c'est un podcast que je vous conseille pour plein de raisons, et notamment pour cette raison, la façon dont se construit une relation entre une mère et son fils, une relation qui a été bouleversée par des idéaux politiques et par énormément d'événements. Donc c'est un podcast que je vous conseille pour l'été. Moi je l'avais écouté l'été dernier et je trouve que c'est très approprié pour cette époque. Pour cette période de l'année, et ça me semble quand même bien traiter de ce thème de la nostalgie, et comme je vous ai dit, de cette nostalgie où la rancœur et tout ça a été mis de côté, et on a vraiment l'envie de comprendre ce qui a mené une personne à vivre ce type de vie. Enfin, je vous propose de la musique à écouter pendant vos lectures ou tout simplement pendant votre été. Donc je voudrais vous parler d'un album, et je vais le faire dans chaque vidéo, vous parler d'un album, puis ensuite vous proposer une petite liste de chansons d'autres artistes pour qu'éventuellement vous composiez une petite playlist si ça vous intéresse, bien évidemment, et si les gens dont je vous parle vous plaisent, parce qu'on peut avoir des goûts musicaux qui sont très différents. Et moi l'album dont je voudrais vous parler, c'est Folklore de Taylor Swift. J'en ai vite fait parler sur Instagram je crois, mais moi je suis très fan de Taylor Swift d'ailleurs. J'ai eu des tickets pour The Eras Tour, voilà, donc je suis ravie. Parenthèse fermée. Taylor Swift qui est donc, je vais pas vous la présenter, vous la connaissez sûrement. Folklore c'est son 8e album, et c'est un album qui est sorti en 2020, lors de l'été 2020. Puisque Taylor Swift avait composé cet album quand elle était confinée, comme tout le monde, et qu'elle avait envie de continuer à produire de la musique. Donc c'était un album surprise, et qui est très adapté à l'été, mais adapté donc à un été un peu introspectif. C'est effectivement un album qui est très introspectif, durant lequel Taylor ne parle pas que d'expériences personnelles, puisque si vous ne connaissez pas bien sa musique, elle est surtout connue pour parler d'expériences personnelles qui lui sont arrivées, d'avoir un lyrisme très personnel. Ici, c'est un album qui parle d'autres personnes et de personnages fictifs notamment. Donc chaque chanson est une petite histoire inventée, pour la plupart en tout cas, et qui sont ce sont des chansons qui sont très introspectives, et il y a beaucoup de chansons qui sont directement en fait associées à l'été. Par exemple, on a la chanson August, donc le titre déjà est évocateur, qui parle d'une relation d'été entre une jeune femme et un garçon qui était en couple, des personnages qui sont à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte. On a Auguste forme avec 2 autres chansons de l'album, Cardigan et Betty, une sorte de triangle amoureux où chaque chanson est vue selon le point de vue d'un des personnages de ce triangle amoureux. Et ce sont des chansons qui sont très nostalgiques et qui se rappellent ces moments où ces personnages s'aimaient, mais aussi ces moments, c'est le souhait de devoir continuer cette relation. On a la chanson Seven qui, comme son titre l'indique, parle de 2 filles qui ont 7 ans et qui se rappellent des souvenirs d'enfance où l'innocence primait, ces souvenirs d'enfance dans la grande maison dans laquelle elles s'imaginent qu'elles sont des pirates, que c'est une maison hantée, etc. Et on a aussi des chansons qui sont très personnelles, qui parlent aussi de je pense de Taylor en tant que personne, mais aussi de personnages inventés de façon générale. Mais on a des chansons comme This Is Me Trying ou Mirror Ball qui parlent de problèmes personnels. This Is Me Trying parle d'alcoolisme, mais ça parle aussi de la façon dont on essaye de l'échec en fait de façon générale. On essaye de faire des progrès dans beaucoup de choses, et puis finalement on n'arrive à rien. Mirror Ball, ça parle de la façon dont le regard des autres nous modèle, et dans la nécessité de s'en détacher, et le fait de vivre pour les autres au lieu de vivre pour soi-même.
C'est un album qui est très introspectif, qui est très narratif aussi, donc je pense qu'en fait si vous aimez lire, puisque j'imagine que si vous êtes là c'est que vous aimez lire, bien sûr, c'est un album qui peut vous plaire et je trouve qu'il est très associé à cette nostalgie, enfin ne serait-ce que dans la musicalité, c'est un album qui est très chamber pop, très indie, très folk, voilà. Donc je vous conseille de l'écouter si vous ne le connaissez pas et je vous suggère aussi de regarder si l'album vous a plu le documentaire qui est associé qui s'appelle Folklore de Long Pond Studio puisque c'est un album qui a été enregistré à distance étant donné que les studios étaient fermés et Taylor Swift se retrouve avec les deux personnes avec qui elle a créé l'album, donc Jack Antonoff et Aaron Dresner, dans le Long Pond Studio près de New York. Et c'est la première fois qu'ils ont l'occasion de se retrouver depuis la pandémie et ils décident donc d'enregistrer l'album en live pour la première fois. Et c'est une version beaucoup plus acoustique de l'album qui est déjà assez acoustique mais encore plus mélancolique et en fait le documentaire alterne entre l'enregistrement des chansons, donc vous les avez en live entre guillemets, et des discussions entre les trois autour des chansons qui permettent un peu plus d'expliquer le processus de création et les histoires qui sont derrière les chansons, leur signification, etc. C'est disponible sur Disney+, voilà, donc si jamais vous avez aimé l'album, je vous conseille de regarder le documentaire qui est associé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des conseils pour cet été qui peut-être vous plairont. Et je vous dis à bientôt donc pour le deuxième épisode de cette série de vidéos.